C'est facile de comprendre pourquoi les supermarchés sont tout puissants et c'est comme ça que se passe une négociation. Tu vas nous vendre tes poulets, mais tu vas avoir des places dans le magazine, dans notre catalogue. C'est pas tu veux, c'est tu vas avoir des places et tu vas les payer. Et les annonces au micro, tu vas les payer. Et si tu veux être en tête de gondole, tu vas le payer. Et on va faire une animation pour faire la promotion de tes produits. Et ben tu vas payer quelqu'un pour animer également. Et puis on va faire des travaux cet été dans le centre commercial. Il va falloir que tu participes également. Et puis même, tu vas nous donner 100 poulets, mais il y en a 2 qui vont être volés. On le sait, c'est comme ça. Donc tu vas nous en donner 102. Et si tu nous en donnes 50 de plus, et ben tu passeras peut-être devant tes concurrents. Et c'est comme ça sans fin. La relation entre les grandes surfaces du coup et Ouais. les agriculteurs et les coopératives, comment se passent ces négociations? On sait que c'est assez violent. Sûr. Comment ça, où ça se passe, Ouais. dans quel cadre? Alors j'ai longtemps cru que c'était impossible d'avoir ce genre d'infos et finalement un ancien négociateur qui venait d'arrêter m'a révélé comment ça se passe. Bon, déjà quand vous êtes producteur industriel, que vous vendez quelque chose à un supermarché, vous négociez toujours chez eux. On vous fait attendre, je relate son témoignage, on nous fait toujours attendre un minimum une demi-heure jusqu'à 2 heures avec vos concurrents, où on erre dans la pièce comme ça, on fait les 100 pas. C'est la même méthode que Poutine, qui reçoit vrai des chefs de gouvernement. Ils peuvent les faire poireauter plusieurs heures, 6, 7 heures. Ça en dit long. Ah oui, Et ensuite, la négociation commence. Bon, déjà, on vous fait comprendre que vous nous intéressez pas, vous êtes qu'un pion parmi d'autres, on vous remplace quand on veut, etc. Et je me dis, bon, la négociation, elle doit se passer sur volume, prix, quoi. Combien tu donnes, combien je t'achète. Bon, en fait, ça, c'est qu'un petit aspect de la négociation. Le vrai truc, c'est ce qu'on appelle la coopération commerciale. C'est la deuxième fois que le mot coopération est détourné de son sens. Parce qu'en gros, la coopération commerciale, c'est OK, tu vas nous vendre tes poulets, mais tu vas avoir des places dans le magazine, dans notre catalogue. C'est pas tu veux, c'est tu vas avoir des places et tu vas les payer. Et les annonces au micro, tu vas les payer. Et si tu veux être en tête de gondole, tu vas le payer. Et on va faire une animation pour faire la promotion de tes produits. Et ben tu vas payer quelqu'un pour animer également. Et puis on va faire des travaux cet été dans le centre commercial. Il va falloir que tu participes également. Et puis même, tu vas nous donner 100 poulets, mais il y en a 2 qui vont être volés. On le sait, c'est comme ça. Donc tu vas nous en donner 102. Et si tu nous en donnes 50 de plus, et ben tu passeras peut-être devant tes concurrents. Et c'est comme ça sans fin. Pourquoi c'est comme ça sans fin? C'est très simple à comprendre. Imagine un sablier, c'est l'agriculture en France. En haut, tu as 400 000 agriculteurs. En haut, au milieu, tu as 17 000 industriels agroalimentaires. Au centre, tu as moins d'une dizaine de distributeurs de grandes surfaces qui prennent tout le marché. Et en bas, il y a nous, les consommateurs français. Bon, évidemment, à ce niveau-là, n'importe quel supermarché peut représenter facilement plus de 20%, et bien plus parfois, de ton débouché. Donc, tu vas pas faire la fine bouche, et ils sont tout puissants, les supermarchés. Et en plus de ça, ils ont le droit de faire alliance dans des centrales d'achat pour faire pression encore plus sur les prix. Je ne sais même pas comment c'est possible de faire ça. Alors qu'au contraire, les entreprises qui font ça, qui font front commun, c'est des cartels, il en existe, et ça a été dénoncé et démantelé, je le raconte, le cartel du jambon. Bon, c'est facile de comprendre pourquoi les supermarchés sont tout puissants et c'est comme ça que se passe une négociation et ça va très loin. On t'impose des services qui n'existent pas, des services fictifs. par exemple. Par exemple, on va dire, on va te faire une étude de marché internationale pour qu'on t'aide à vendre tes poulets dans toute l'Europe. Et au final, tu reçois une présentation PowerPoint vraiment ridicule qui parfois ne concerne même pas ton secteur d'activité. Il y a eu des condamnations de la service et la centrale de service international de Carrefour là-dessus en 2015. Elle a été condamnée pour ça. Où on va te donner toutes les données de ce qui sort de nos rayons pour savoir qui achète tes produits, comment, pourquoi, etc. À quel moment. C'est super important pour toi. Sauf que ça, en fait, on te le fait payer sur un pourcentage du chiffre qu'on va faire tous les deux, qui peut atteindre jusqu'à 33%. C'est plusieurs millions. Alors que ces chiffres, ce qui sort des rayons, tu peux les avoir par des cabinets indépendants. Ça a été révélé au tribunal pour bien, bien moins cher, quoi. Donc, c'est encore une pression abusive. Et encore une fois, ça, c'est pas des services qu'on te propose, c'est des services qu'on t'impose. C'est tu vas nous prendre ça, tu vas nous prendre ça, tu vas nous prendre ça, et ça s'arrête jamais. Il y avait même, j'avais noté, moi, des centrales services. Ouais.
Donc, c'est-à-dire que tu payais une partie importante du chiffre d'affaires. C'est ça, ouais. Ouais. Pour avoir juste le droit d'entrer en négociation. Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Ils appellent ça un droit de péage. Ouais. Voilà, c'est un droit de péage. Si tu veux commencer à discuter, tu vas dire que 2% de ton chiffre d'affaires, déjà, tu nous le donnes. Voilà. Et nous, on va te dire que c'est pour t'envoyer un PDF de comment sont passées tes ventes ou quoi qu'est-ce. Il y a eu des condamnations là-dessus, hein. Voilà. Et ces centrales d'achat, de plus en plus, sont à l'étranger. Notamment, on suspecte, et le ministère suspecte, que c'est pour contourner les lois Egalim qui protègent les agriculteurs en France. C'est-à-dire qu'elles sont en Belgique, en Suisse. En Belgique, en Suisse, en Espagne. C'est un jeu de chaises musicales, ça n'arrête pas de bouger. Mais par exemple, Leclerc est poursuivi pour négocier à Eurelec, une centrale d'achat à Bruxelles, des produits qui sont fabriqués et vendus en France, mais ils sont négociés en Belgique. Tu vois ? C'est quoi le cartel du jambon? Tu peux peut-être expliquer. Ouais, cartel du jambon, je vais faire très simple. Un cartel, je croyais que c'était du narcotrafic ou des trucs comme ça. Pas du tout. En fait, c'est une entente illicite d'entreprise. Il y a eu un cartel. Sur des prix, c'est ça le. Ouais, bah, déjà, rien que le fait de s'appeler et de faire des stratégies ensemble, c'est illégal. Mais effectivement, les géants du jambon, de la charcuterie notamment, s'appelaient en secret et faisaient des réunions secrètes, notamment à l'hôtel Ibis de Lyon. Tout ça est raconté dans un carnet, c'est passionnant, pour s'entendre illégalement sur les prix accordés aux abattoirs et aux producteurs, donc les prix d'achat, et sur les prix à la grande distribution. Donc on fait une réunion comme ici en disant bon, cette semaine face à Leclerc, on fait front commun, on descend pas en dessous de temps, etc. Ce qui est absolument illégal parce que ça contrevient à la loi du marché, de l'offre et de la demande, et de la libre concurrence surtout. Et donc, il y a eu un cartel de la volaille, un cartel du lait, un cartel des compotes de pommes. Il y en a eu plein, voilà. Et il continue d'y en avoir, apparemment. Il y a un sujet quand même, je voulais juste revenir parce que moi, l'exemple m'a frappé. Je crois que c'est la Coperle, si je dis pas de bêtises, qui va en visite d'État avec François Hollande et qui rencontre Xi Jinping, le président chinois. Ça donne quand même une idée de ce que sont ces coopératives et à quel point c'est éloigné aujourd'hui du petit paysan ou du petit éleveur. Bah oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en Asie, la Coperle monte des élevages qu'elle n'oserait pas monter en France. Ça ferait un tollé. C'est des élevages industriels où les salariés dorment sur place. Enfin, tu vois, alors, je vais pas aller aussi loin que ça, mais tu vois, cette fameuse tour en Chine, là où on élève des cochons vraiment de façon industrielle, ça va vers ça, si tu veux. Et ils en ont monté en Thaïlande, au Vietnam et en Chine. Et en Chine, ils ont montré une énorme usine agro-industrielle qui fait du jambon sans antibiotiques. Ils exportent depuis des décennies la Coperle des animaux vivants, des cochons, leur génétique en tout cas, en Chine. Donc effectivement, on est très loin de la petite coopérative locale. Voilà, ils ont des ambitions internationales. Et en tant qu'entreprise, ça peut tout à fait se comprendre. En tant que coopérative, quand tu sais que soit ça fait des pertes astronomiques, je fais une liste, hein, parfois des dizaines de millions de pertes, tous ces projets à l'international, soit quand ça fait des bénéfices, ça remonte pas forcément. Donc, tu as l'impression que c'est complètement décorrélé de la coopérative en France. Et on se dit, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça une coopérative agricole? Moi, je suis pas contre que ça existe. Enfin, voilà, chacun est libre d'entreprendre, mais on est très, très loin. On est très, très loin de la promesse de base. Voilà. Sur le système, de manière générale, on parle souvent de la cogestion entre la FNSEA et l'État des sujets agricoles. Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est, toi, de ce que tu as vu, c'est une cogestion qui est réelle? Au-delà du mot, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est vrai que moi, avec ces trucs-là, je suis très prudent, tu vois, parce que c'est un peu des lieux communs, etc. Bon, j'ai quand même une personne, Frédéric Courleux, qui a travaillé au ministère de l'Agriculture sous Sarkozy et sous Hollande, qui me dit, écoute, que ce soit de droite ou de gauche, à partir d'un certain niveau de poste, un certain grade au ministère de l'Agriculture, tu dois être validé par la FNSEA. Tu peux postuler sinon, mais tu seras jamais pris, quoi. Donc il me dit, moi je l'ai vue, elle est évidente et tout le monde le sait, quoi. C'est pas juste un lieu commun. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que notamment les cadres de la FNSEA, quand tu déroules leur CV, c'est hallucinant, quoi. Je le fais dans le livre et tu te rends compte qu'ils sont à la présidence de
d'énormément de coopératives agricoles, mais d'organismes liés à l'agriculture, tu vois, des organismes d'assurance, des banques, voilà. Enfin, la liste est extrêmement longue et tu dis, en fait, oui, ce syndicat couvre la présidence de quasiment tout ce qui touche à l'agriculture en France, quoi. Oui, c'est assez intéressant de voir le CA, qui compose le CA de la FNSEA. Ouais. Je pourrais plus le réciter de Non, mais il y a les jeunes agriculteurs, il y a de Ouais. mémoire des mutuelles agricoles, le Crédit Agricole sûrement. Enfin, j'ai plus la liste. Ouais, non, mais c'est voilà. Le sentiment que tout se tient, quoi. Ouais, c'est ça. C'est effectivement ça. Le syndicat Jeunes Agriculteurs, c'est un autre syndicat qui est donc qui porte bien son nom, des jeunes agriculteurs, mais qui est, honnêtement, tout le monde le sait, très lié à la FNSEA. Et souvent, les JA deviennent des adhérents FNSEA. Et oui, bah, comme je t'ai dit, en fait, ils occupent la présidence de tout un tas d'organismes agricoles très importants qui façonnent l'agriculture en France, puisque c'est le syndicat majoritaire, il préside la majorité des chambres d'agriculture en France également, et qui dessinent l'agriculture de notre pays, hein, qui prennent des décisions politiques, quoi, sur la politique agricole. Donc c'est là que cette cogestion se passe, quoi. Après, est-ce que la FNSEA dicte mot pour mot ce qu'elle veut au ministère au ministre de l'Agriculture? Je pense que ça dépend beaucoup des ministres et des présidents en place, mais elle est tellement puissante parce que, pour tout ce que je viens de te révéler, que forcément, elle a plus de poids lors des négociations. Ça s'explique aussi comme ça, quoi.